nom, c'est Dioncounda Traoré, professeur. Je préfère qu'on m'appelle professeur Dioncounda Traoré. Je suis le haut représentant du chef de l'État pour la région du Centre. La région du Centre qui aujourd'hui résume la situation sécuritaire au Mali. C'est une situation extrêmement complexe qui nécessite le concours de tous et de toutes. Et le chef de l'État a bien voulu me faire l'honneur et m'a donné également l'opportunité de servir ce pays qui est le Mali et de contribuer à la restauration de la paix et de la sécurité dans la région du Centre. Non, à vrai dire, je ne suis pas très surpris de ces résultats parce qu'ils sont l'aboutissement d'un long cheminement qui date de bien longtemps. Et dans nos pays, lorsque nous avons accédé à l'indépendance, les régimes en place ont commencé à, disons, changer l'organisation de la société. Et ils ont aboli les chefferies traditionnelles. Et ils ont également quelque peu diminué l'influence des chefs religieux dans la conduite de la vie dans la société. Bon, l'État se soutient évidemment à tout cela. Bon, avec le temps, les choses se sont quelque peu déréglées. Nous avons petit à petit un État qui s'est installé dans une sorte de confort et les représentants de l'État sont devenus un peu des prédateurs. Alors, au niveau des autorités coutumières, traditionnelles et des autorités religieuses, il y avait une sorte de mécanisme qui permettait de régler les conflits. Les jeunes générations se sont progressivement détachées des valeurs traditionnelles et religieuses, si bien que ces mécanismes-là fonctionnaient de moins en moins bien. Donc il n'y avait que l'État pour arbitrer les éventuels conflits qu'il y avait entre les communautés, entre les populations. Et bien entendu, ces mécanismes ne fonctionnant plus comme il faut, l'État non plus n'a pas été à même de jouer, d'accomplir ses missions régaliennes, de jouer son rôle d'arbitre. Les représentants de l'État sont devenus des personnes, enfin des prédateurs au niveau des eaux et forêts qui rançonnaient les populations, la police qui rançonnait les populations, la gendarmerie qui rançonnait les populations, même l'administration rançonnait les populations. Je ne parle évidemment pas de la justice qui était mal distribuée. Et de nos jours encore, il y a des dossiers qui sont là, qui datent de plusieurs années, qui n'ont jamais été réglés. Donc, dans une situation comme ça, dans une zone où il y a essentiellement des agriculteurs et des éleveurs, on sait très bien que, à travers les siècles, et sur toutes les latitudes, les éleveurs et les agriculteurs ne se sont jamais bien entendus. Il y a toujours des conflits entre eux. Mais ces conflits, comme je l'ai dit tantôt, étaient réglés par les mécanismes traditionnels, religieux. Bon, ces mécanismes s'étant trouvés en défaut, l'État ne jouant pas son rôle, ces conflits n'ont pas été réglés et les frustrations se sont accumulées. Et les déceptions et la confiance en l'État s'est effritée petit à petit. Et nous sommes arrivés à une situation où
les populations ne faisaient plus confiance à l'État qui ne jouait plus son rôle. Elles ne faisaient plus confiance, disons, aux services de sécurité, à l'administration, aux représentants de l'État d'une façon générale. Donc, si vous voulez que je me résume devant une telle gouvernance, forcément les populations se sont éloignées de l'État et de l'administration. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que avec le problème du Nord, l'État a commencé à se retirer de ces zones-là pour aller vers le Nord. Surtout les forces militaires et les forces de sécurité sont allées plutôt vers le Nord et se sont désengagées de la zone du centre. Vous trouvez beaucoup d'endroits où pratiquement il n'y a pas d'État. Les populations se sont trouvées livrées à elles-mêmes. Donc, beaucoup se sont dit, bon, l'État n'est plus là, c'est le moment de régler les vieux comptes, les vieilles rancunes, et la violence a commencé. La violence ayant commencé, les populations se sont dit, bon, il faudra qu'on se défende nous-mêmes. Et ils ont créé des milices d'autodéfense, des groupes d'autodéfense qui étaient là, a priori, pour défendre les populations, mais qui ont très vite changé de vocation. Parce qu'il s'agit là d'une situation évolutive. Hein. Elle a beaucoup évolué et très vite. Donc il s'est créé une situation de violence, d'insécurité, qui constitue un terreau extrêmement fertile pour d'autres violences, c'est-à-dire pour les djihadistes. Les djihadistes qui avaient été mis à mal en 2013 et qui ont vu là une occasion de se régénérer. Ils sont très opportunistes, ils sont très intelligents, donc ils sont venus au centre. Ils sont venus au centre, se greffer à cette insécurité qui était là et profiter de cette insécurité pour mener leurs actions. Et ils se sont appuyés sur beaucoup de leviers, hein. Puisqu'il n'y avait plus de justice, puisque le banditisme opportuniste s'était développé, puisque les populations se regardaient en chien de faïence, ils se sont présentés comme tantôt des justiciers, quand ils venaient, les dossiers qui étaient pendants, ils rendaient justice et ils exécutaient les arrêts. Et les gens qui avaient perdu leur bétail, ils allaient récupérer le bétail, ils leur ramenaient le bétail. Et les gens se sont dit, mais finalement, c'est peut-être mieux que l'État. Parce qu'au moins, avec eux, la justice est rendue, on nous rend notre bétail volé, etc., etc. Donc, ils ont gagné certaines personnes de cette façon-là. Il y a des endroits où ils sont venus carrément en terrorisant les populations. Donc, beaucoup de gens, par peur, ont fait allégeance à ces djihadistes. Et à d'autres endroits, ils sont venus, sur le plan doctrinal, ils ont essayé d'endoctriner des personnes qui... Bon, elles ne sont pas très, très nombreuses, il faut le dire, mais quand même, ils ont réussi à avoir des personnes qui les ont rejoints. Et donc, ils se sont installés. Ils ont commencé à agir. Et ils ont surfé sur les contradictions qu'il y avait entre les populations, dans les communautés, entre les communautés et entre ces communautés et l'État. Et ils se sont mis à attaquer. Tantôt, quand ils allaient attaquer des Dogons, ce sont des populations de la zone, ils utilisaient des Peuls, et vice-versa, quand ils attaquaient des Peuls, ils utilisaient des Dogons, si bien que les Dogons ont pensé que leurs ennemis c'était les Peuls, et les Peuls ont pensé que les ennemis c'était les Dogons, et tout de suite les gens ont commencé à croire à des problèmes interethniques, ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas des problèmes interethniques. Ce n'est qu'en apparence des problèmes interethniques. Mais les terroristes ont fait en sorte que les gens croient en cela. Donc vous voyez que la situation, elle est simple à comprendre, c'est que dans un premier temps, il y a eu une perte de confiance de la population vis-à-vis de l'État. Et l'absence de l'État après a favorisé la création de groupes armés et de milices. Et il s'est instauré une certaine violence. Et cette violence a créé une situation absolument propice pour les djihadistes.
Alors les djihadistes sont venus se greffer à cette situation, mais ils sont devenus la menace principale. Il y avait ces problèmes entre les communautés, mais aujourd'hui, le problème principal, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les problèmes entre les communautés, c'est le djihadisme. Ça veut dire qu'il y a eu, disons, une avancée du djihadisme qui était au nord vers le centre. Et je pense que cela, il faut bien le comprendre. Alors vous dites, bon, la population a plutôt confiance, disons, aux autorités traditionnelles et religieuses. Bon, c'est vrai, parce que la nature a horreur du vide. Si l'État ne joue pas son rôle, si on n'a plus confiance à l'État, il faut bien s'accrocher à quelque chose. Et donc, les populations se sont retournées vers les autorités traditionnelles et les autorités religieuses. Elles ont encore confiance en ces personnes-là. Et c'est pour cela que vous avez senti que quand ça n'allait pas, elles se retournaient plutôt vers les autorités traditionnelles et religieuses que vers l'État. Bon, je pense que vous avez compris qu'il y a deux problèmes. Il y a le problème intra- et intercommunautaire qu'il faut régler. Et il y a le djihadisme. Pour les problèmes inter- et intracommunautaires, bien entendu, il faut changer les choses par rapport à la gouvernance, par rapport à la sécurité. Et il faut que l'État revienne et qu'il revienne différent. C'est-à-dire que ce ne soit pas la même chose qui recommence. Parce que si la même chose recommence, on revient au point zéro. Il faut que l'État revienne, mais en ayant changé le comportement. Que les représentants de l'État qui vont arriver, au niveau de la sécurité, au niveau de l'administration, au niveau de la justice, que ce soit des gens qui ont conscience de la situation et qui permettront à l'État d'accomplir ses missions régaliennes de façon, disons, positive. Et ça, c'est conditionné par le retour de la sécurité, un minimum de sécurité. Donc ça implique une action militaire, cette fois-ci, face aux djihadistes. Parce qu'aujourd'hui, la menace principale, ce ne sont plus les populations entre elles, c'est le djihadisme qui est là. Donc il faut d'abord qu'il y ait une action militaire vigoureuse. Une fois que celle-là a eu lieu, en ce moment-là, les forces de sécurité, gendarmerie, police, etc., prennent le relais et sécurisent les populations. Et en ce moment-là, on relance certaines activités socio-économiques parce qu'il n'y a plus d'école. Il n'y a plus de services de santé. Il n'y a pratiquement plus rien. Il n'y a pas de vie, pratiquement de vie économique. Donc il faut relancer tout cela petit à petit. Bref, il faut que l'État arrive non seulement à faire comprendre aux populations que le problème n'est pas un problème entre elles et qu'il y ait un dialogue qui leur permette de comprendre la vraie nature des problèmes qui se posent. C'est sûr qu'il y a des habitudes qu'il faut changer. Vous savez, au Mali, l'agriculture est encore une agriculture extensive. L'élevage est un élevage extensif. Donc, il va falloir changer les modes de production. Il y a des problèmes fonciers qui se posent. Il y a des tas de problèmes qui se posent qui doivent être réglés de façon juste par l'État pour que petit à petit, ils se recrédibilisent et les gens reprennent confiance en l'État. Et donc, que l'État, en gros, propose à ces populations une alternative crédible, durable. Maintenant, l'autre volet est plus compliqué. Parce que le djihadisme, lui, en réalité, son objectif, c'est de détruire l'État démocratique et laïque. Et ça, c'est une autre paire de manches. Évidemment, ce djihadisme est le résultat, je pense, d'une coalition. Une coalition qui a certainement son siège au
Orient et au Moyen-Orient, qui est piloté, financé, armé, etc., équipé par ces gens-là, et qui viennent au nom d'un islam que nous ne comprenons pas. Et donc, contre cette coalition, qui voudrait ramener, en fait, l'humanité 15 siècles en arrière, il faut une autre coalition. C'est pour dire que ce n'est pas le Mali tout seul qui va venir à bout de cela. Ce n'est pas seulement la sous-région, Niger, Burkina Faso, Mali, etc., qui viendra à bout de cela. Je pense que j'ai répondu en partie déjà à cette question, à savoir que d'abord, il faut que la communauté internationale comprenne la vraie nature de ce qui se passe au Mali. Qu'elle comprenne que le Mali aujourd'hui, comme le Niger, comme en partie le Burkina Faso, constitue le théâtre des opérations d'une guerre qui concerne tout le monde. Et une fois qu'elle aura compris cela, je suis certain qu'elle va aborder le problème différemment. Il y a des pays qui l'ont compris, tels que la France qui a très bien compris, je pense, dans la nature du problème, qui s'est engagée. Et au fur et à mesure que les autres comprendront la vraie nature du problème, ils vont s'engager véritablement. Et ils cesseront de s'impliquer dans cette affaire-là à reculons. Parce qu'il y en a qui viennent à reculons, bon, qui viennent très critiques, qui essaient de dire, bon, il y a des exactions, le respect des droits humains, des droits humanitaires. Mais ils ont raison. C'est vrai, c'est une préoccupation. C'est une préoccupation pour nous aussi. Et nous avons toujours dit à nos forces armées que les exactions ne seront pas tolérées. Et que toute personne qui se rendra coupable d'exactions ou de violations des droits humanitaires aura à répondre de ces actes. Cela dit, il faut faire la part des choses. Il faut comprendre que dans une guerre telle que celle-là, où l'ennemi ne respecte aucune règle, il faut faire la part des choses. Et à partir de ce moment-là, on s'engage véritablement. Je vous donne un exemple. Vous avez affaire à un ennemi qui est très intelligent. Et parfois, bon, je ne sais pas si le mot est juste, mais qui est très vicieux. Et il utilise des gens qui parfois sont issus de communautés présentes. Et ils utilisent également parfois du matériel conquis sur nos forces armées, des véhicules, des équipements, des habits, et ils les utilisent. Alors quand ils attaquent un endroit avec les véhicules de nos forces armées ou des forces armées alliées, les gens ont le sentiment que ce sont les forces armées maliennes ou les forces armées nigériennes, etc., qui attaquent. En réalité, ce n'est pas eux, ce sont les djihadistes. Alors, les exactions qu'ils commettent, quand on ne cherche pas très loin, on se dit, tiens, c'est l'armée malienne qui est en train de commettre des exactions. Ce n'est pas vrai. Alors, je crois que les gens, il faut qu'ils fassent très, très attention et qu'ils comprennent que nous croyons à la même chose que par rapport au respect des droits humains. Nous sommes décidés à défendre ces droits humanitaires. D'ailleurs, un des points les plus importants de ma mission, la mission qui m'a été confiée par le chef de l'État, c'est de veiller à cela. Donc, nous croyons à les mêmes valeurs, nous avons le même combat, et ce combat, nous devons le mener ensemble, vraiment à fond. Parce que si d'aventure les choses tournaient mal ici, je pense que ce sera la brèche qui sera ouverte en direction de l'Europe et en direction du reste du monde. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que les gens cessent de penser qu'ils sont là pour nous aider. Non, ils ne sont pas là pour nous aider. Mais du fait que le théâtre des opérations, c'est ici, il faut bien qu'ils viennent se battre à nos côtés. Voilà. Et donc, qu'on comprenne aussi que certains pays occidentaux sont impliqués volontairement ou inconsciemment dans ce qui se passe parce qu'ils ont des relations d'un certain type avec des pays du Moyen-Orient ou du Proche-Orient. Et
je pense qu'il contribue quelque part à équiper ces gens-là. Parce que quand vous vendez des armes à un pays moyen-oriental et que lui, ces armes, il les donne aux djihadistes, bon, évidemment, indirectement, vous contribuez à créer la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc, il faut qu'ils comprennent. Parce que les armes qui sont utilisées ne sont pas fabriquées chez nous, ne sont souvent pas fabriquées dans ces pays-là. Donc, elles sont vendues par des États de l'Occident. Et je pense que l'Occident devrait étudier ces questions-là et même être amené à prendre des sanctions économiques, comme ils le font souvent, contre les États qui contreviennent aux règles qui sont fixées. Bon, il y a un tas de mesures comme ça qu'il faut envisager et qui feront que la situation deviendra plus claire. Et c'est ce que j'appelle s'impliquer véritablement, ne pas venir à reculons et s'impliquer sincèrement. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver à régler la question. C'est une question universelle et il faut que chacun s'implique.